Dernière nouvelle 24 heures. Il y a des excuses qui ne trompent personne. Comme celle avancée par Theresa May, la première ministre britannique, pour ne pas téléphoner à Donald Trump, samedi 7 avril au soir, sous prétexte qu'elle était rentrée trop tard, vers 23 h, d'un voyage officiel en Islande. Dans le même temps, Emmanuel Macron et le président américain échangeaient leurs informations et affichaient leur détermination, au milieu de la nuit pour le français, à ne pas laisser les bombardements par armes chimiques, sur la ville de Douma, dans la région de la Ghouta orientale, rester impunis. Ce n'est pas la première fois que les Britanniques affichent leur réticence à participer à des frappes de rétorsion contre le régime de Bachar el-Assad. C'est même eux qui, en août 2013, après les attaques au gaz sarin commis par l'aviation syrienne, avaient ébranlé la détermination de Barack Obama de rester fidèle à la ligne rouge qu'il avait lui-même déterminée. David Cameron avait consulté son Parlement avant de prendre la décision de participer aux représailles. Le refus des communes de donner un blanc-seing au Premier ministre avait alors incité le président américain à interroger lui aussi le Congrès avant de s'engager. Et c'est ainsi que, quelques heures avant les frappes conjuguées franco-américaines sur des objectifs précisément identifiés, François Hollande s'était trouvé dans l'obligation de faire désarmer les Rafales prêts à décoller avec leurs missiles. Preuves irréfutables. Lundi encore, Theresa May appelait Donald Trump pour lui dire que le Royaume-Uni souhaitait avoir des preuves irréfutables sur la nature des engins utilisés à Douma avant de s'engager. Diplomates et spécialistes du renseignement ont dû rivaliser pour la convaincre. Mercredi, la première ministre britannique, utilisant presque les mêmes mots que ses partenaires américains et français, a fini par déclarer, selon les plus sérieuses indications, le régime syrien a mené une action choquante et barbare au cours de laquelle au moins 40 civils ont trouvé la mort. Le bilan est maintenant de 70 morts. NDLR, l'usage régulier et répété d'armes chimiques ne peut rester impuni, ajoutait Theresa May. Après 3 jours de tergiversation, la Grande-Bretagne acceptait donc le principe des représailles contre le régime syrien. Et l'état-major faisait savoir que des sous-marins lanceurs d'engins de la Royal Navy étaient prépositionnés à distance de frappe de la Syrie. La règle britannique, la mollesse initiale de la réponse britannique, qui contrastait avec la détermination affichée aussi bien à Paris qu'à Washington, a de multiples explications. La première est que, en dépit des énormités dont il s'est rendu coupable, Bachar el-Assad reste, pour les Britanniques, un pur produit de leur éducation. Il a étudié et pratiqué son métier d'ophtalmo à Londres et les Anglais, même s'ils n'ont jamais hésité à le condamner, gardent pour sa personne une indulgence qui n'est pas celle des autres occidentaux. Londres a par ailleurs été ulcéré de s'être fait entraîner par George Bush, en 2003, dans la guerre contre Saddam Hussein, sur des preuves d'armes de destruction massive qui n'en étaient pas. C'est un épisode sur lequel Tony Blair, le Premier ministre de l'époque, a dû faire piteusement amende honorable. Les Britanniques veulent maintenant des preuves irréfutables avant de s'engager. La consultation des communes était, en principe, impérative pour Theresa May, avec les délais que cela implique. La règle britannique est, en effet, que si la Grande-Bretagne est attaquée, le gouvernement peut agir d'abord et chercher ensuite l'approbation du Parlement. Ce n'est pas le cas quand il s'agit de faire intervenir des troupes britanniques dans le conflit d'un pays étranger. Le Premier ministre a décidé de passer outre. L'opposition travailliste va assurément faire feu de tout bois. D'autant que l'opinion est plus que réservée. Selon un sondage YouGov, seuls 20% des personnes interrogées soutiennent l'éventualité de frappes britanniques. 43% y sont opposés. Enfin, il ne faut pas mésestimer l'agacement éprouvé au Foreign Office, et surtout au 10 Downing Street, devant ce que le Times qualifie de bromance, pour brother et romance, entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Le président français va être le premier hôte étranger à avoir droit à une visite d'État de la part de Trump, le 23 avril. Une faveur qui répond à celle du président Macron, qui avait invité Donald Trump aux cérémonies du 14 juillet 2017. Les Anglais, qui ont toujours été le partenaire privilégié des Américains, et souvent accusés d'être leur tête de pont en Europe, n'ont plus la même cote dans l'Amérique de Trump. Cela n'incitait certainement pas Theresa May à s'engager, sans réserve, pour un ingrat à l'égard duquel elle n'a par ailleurs que peu de considération.
Mais, bizarrement, ce sont peut-être les excès de cet allié incontrôlable, notamment dans la rédaction de ces tweets, qui ont contribué à la décision de Theresa May. Car la Grande-Bretagne, en raison de l'affaire de l'empoisonnement du dissident Sergueï Skripal, est à cran avec la Russie de Poutine. Elle ne pouvait rester indifférente lorsque le représentant de Moscou au Liban, citant son président, annonce qu'en cas de frappe sur la Syrie, les Russes détruiraient les missiles et s'attaqueraient aux bases depuis lesquelles ils ont été lancés. Depuis la fin de la guerre froide, jamais aucun responsable russe n'avait proféré de menaces aussi directes. Quand il y a danger, les alliances se ressemblent.